Yaorana, un dimanche ensemble sur TNTV. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. Quand rentrer chez soi devient un luxe, reportage sur ces oubliés du soir à Taha. Une navette gratuite, c'est ce que réclame une élue, nous le verrons. Vous avez bientôt rendez-vous avec le meilleur du Fénois, le salon Made in Fénois 2025, c'est le 19 juin. Avant-goût dans ce journal avec un duo de talents et coulisses de cette 24e édition avec Terenui, Amblin et Lacotte en charge de l'organisation. Et puis il y avait du sport avec un grand S ce week-end. La Xterra Tahiti Trail et la Vodafone Channel Race Tahiti ont dominé l'actualité. Invité spécial de notre page sport, Kiss Vernodon de la team OPT, grand vainqueur de cette course. Nous l'avons appris avant ce journal de nos confrères de Radio 1. Un accident grave de canyoning s'est produit ce matin dans la vallée de la Fatawa, sur le site d'une cascade de 135 mètres. Un guide professionnel et expérimenté a perdu la vie lors d'une sortie de groupe. Selon les premières informations, il a fait une chute de près de 20 mètres. Partons pour commencer ce journal à la rencontre de la population de Taha. Avec ce casse-tête depuis des années, comment rentrer chez soi en fin de journée depuis Rayatea? Alors il y a bien des solutions, mais elles ont un coût, passé 17 heures. Résultat, certains habitants dorment sur place. Explication, Jessica Doucet. C'est un casse-tête bien connu des habitants de Taha. Comment rentrer sur leur île quand leur avion atterrit à Rayatea après 17 heures? Car passé cette heure, plus de navettes régulières pour Taha et la traversée, habituellement à 800 francs, peut alors coûter bien plus cher en taxi-boat, voire forcer certains à passer la nuit à Rayatea faute de solutions abordables. On choisit plutôt les horaires vers le matin ou l'après-midi. Parce qu'à une certaine heure, les bateaux ne font plus les rotations pour Taha. C'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué. Surtout s'il y a un retard d'avion, tout ça, c'est très compliqué. On arrive ici, il n'y a plus de navettes, tout ça. On est obligé d'appeler quelqu'un. S'il peut très bien nous dépanner, juste déposer avec Toaré. Et puis après Toaré, on se démerde pour rentrer chez nous. Si personne ne vient vous chercher, comment vous faites? On est obligé de rester ici. C'est cette réalité du quotidien que Teumere Adje, représentante de Taha à l'Assemblée de Polynésie française, a voulu mettre sur la table. Il y a un mois, elle interpellait le ministre des Grands Travaux. Pourquoi aucune navette n'est prévue en soirée pour les passagers arrivant de Tahiti ou d'autres îles? Une question simple, mais qui touche à l'égalité d'accès aux services publics. On peut faire l'effort quand même de mettre en place une navette assez régulière quand même, au départ de Taha et directement à l'aéroport. Là, il faut que le gouvernement se concerte avec les compagnies aériennes, les compagnies aériennes Air Tahiti et même Air Moana, de pouvoir trouver peut-être un prestataire éventuellement avec qui on peut travailler. Les conséquences sont concrètes. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer un taxi-boat, c'est parfois la nuit à la Belle Étoile, autour du marché ou sur le quai, en attendant la première navette du lendemain. Beaucoup ne peuvent pas se permettre de payer de taxi-boat, donc sont obligés de rester sur Uturoa. Et il y en a même des familles qui dorment vers le marché de Uturoa avec les enfants. Il faut qu'on se penche sur ce réel problème que rencontre cette population depuis de nombreuses années aujourd'hui. À l'heure où la mobilité inter-îles reste un enjeu crucial, la question d'une navette du soir entre Rayatea et Taha demeure sans réponse concrète. Par sa réponse écrite du 5 juin, le gouvernement reconnaît le problème et annonce un travail de fond, mais sans avancer de solution ni de calendrier. Pour les habitants de Taha, rentrer chez soi après 17 heures reste pour l'instant un véritable parcours du combattant. À noter dans vos agendas le retour du salon Made in Fénois, 24e édition à Mamao. C'est dans quelques jours, du 19 au 22 juin. 100% local, 100% créatif, une soixantaine d'exposants. Et parmi eux, Élise et Taïma, un savoir-faire à 4 mains sur les loisirs créatifs. Thomas Chabrol nous fait entrer dans leur univers.
Devant sa collection de coquillages, Élise développe des kits de bijoux à monter soi-même. Un paradoxe pour cette créatrice qui ne se considère pas comme quelqu'un de manuel. Ici, elle égrène son univers. Comme on est en Polynésie, on a sous nos yeux, et je pense qu'aussi on ne les voit pas assez, des richesses vraiment... Enfin moi ça me fascine, la matière, les couleurs, le travail que c'est aussi, parce que derrière il y a tout un travail des gens qui les ramassent, qui les nettoient, et donc c'est vraiment ce côté... Enfin moi je trouve ça fascinant les coquillages, on en voit tous les jours, mais je trouve qu'on ne les voit pas assez. Les loisirs créatifs, le fil rouge de leur travail. Objectif affiché, promouvoir l'économie circulaire. Quand il y a du bois, c'est du bois qui est travaillé ici. Toutes les matières premières viennent principalement à 100% d'ici. La teinture Pareo est fabriquée à Moorea par une entreprise bien connue. Depuis une dizaine d'années, les loisirs créatifs, c'est une affaire à 4 mains. Avec son mari, les produits sont pensés, conçus et même testés en famille. Chaque kit contient tout le matériel nécessaire avec en plus une vigilance particulière aux risques. Et c'est ça le plus long quelque part, c'est pas la création, mais c'est le côté un petit peu faire en sorte qu'il soit accessible à tous, sans outils particuliers. On est parents de 4 enfants, donc on fait très attention à la sécurité. Tout ce qu'on met dans nos packaging, c'est des choses que nos enfants pourraient toucher en toute sécurité. Enfin, ils sont testés sur nos enfants dans le sens, ils en ont fait, des bracelets, des paréos. Quand Élise s'occupe de la partie création, Taema se charge de la conception du packaging. Designer de métier, il élabore sur son ordinateur tous les prototypes, les formes à plier, à illustrer pour optimiser le produit avec un emballage à la fois informatif, éducatif et éco-responsable. On voulait avoir en même temps ce côté, le packaging est utilisable à une seconde vie, voire une troisième vie même, comme par exemple celui-ci, qui a une troisième vie, c'est celui-là de packaging, celui qu'on voit ici là. Donc il a une deuxième vie, c'est-à-dire que quand on a fini son tableau, il y a les indications pour plier l'ensemble et pour donner un petit chevalet comme ça en carton qu'on peut poser. Donc l'emballage n'est pas jeté. Le salon Made in Fénois est le seul événement auquel le couple participe. Il permet d'échanger avec les autres créateurs et surtout d'aller à la rencontre de la clientèle. Les retours sont précieux pour améliorer et faire évoluer encore la gamme de produits pour aller plus loin dans leur univers. Faire le plein de Fénois et soutenir les créateurs locaux, c'est donc l'objectif de ce salon Made in Fénois qui s'annonce. Télénuit Amblin et la Côte Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce n'est pas juste un salon, pas juste une exposition, c'est aussi l'assurance d'avoir du 100% Made in Fénois. Comment être sûr de l'origine des produits ? Alors, lorsque nous lançons les inscriptions pour le salon Made in Fénois, il y a une commission qui se réunit et qui étudie en fait la participation de tous les exposants pour voir si leur production est bien faite localement. Si éventuellement il y a une partie de la matière première qui est importée, il faut qu'il y ait une transformation assez significative au niveau local. Quels seront les temps forts de ce salon ? Alors, il y aura bien sûr l'ouverture prévue ce jeudi. Il y aura également toute une série d'animations musicales. Il y aura également des prestations pour pouvoir apprendre différentes façons de tresser. Enfin, il y aura vraiment en fait une animation qui sera faite de 9h à 18h. Avec des concours, on peut avec dire. Également des concours, trophées. Des trophées pour justement mettre en avant les différents produits des exposants. Et il y aura également un vote au niveau du public qui permettra justement à un exposant qui gagnera le Fénois d'or de pouvoir gagner un billet d'avion pour pouvoir promouvoir ses produits à l'étranger. 5 univers seront représentés, mode, accessoires, mobilier, décoration, agroalimentaire. Si on se place côté visiteur et si on prend l'exemple de la mode, il y a souvent des ruptures de stock dès les premiers jours. Comment accompagner ces exposants qui sont un peu victimes de leur succès ? Alors je pense que justement c'est le rôle également de la CCSM, c'est de pouvoir former et aider justement ces créateurs qui ont énormément de talent à se professionnaliser. Donc il y a également des formations qui sont dispensées. Et en fait, il y a aussi une volonté de la CCSM d'essayer de pousser ces créateurs à promouvoir justement leur talent au-delà des frontières, puisque le marché local est quand même petit. Et déjà qu'il y a des problèmes souvent de pouvoir répondre à la demande. Donc c'est vrai que si on va sur le marché international, il faut vraiment pouvoir avoir du stock. Alors justement, y a-t-il un espoir de basculer concrètement vers l'export ? Alors l'espoir, il est difficile à mettre en place parce que souvent, en fait, quand il y a un artisan ou un créateur qui veut exporter, il y a un gros problème au niveau de la production. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas forcément à fournir suffisamment pour pouvoir répondre ensuite à la demande.
Merci Télénuit. Ambline Elacote, vous êtes la présidente de la commission animation commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie. Le meilleur du Fénois en un seul lieu, c'est du 19 au 22 juin à Mam'o, au salon Made in Fénois 2025. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À présent, ce symbole et cet atout touristique qui nous emmène à Tautira. Une stèle a été réhabilitée, une opération de valorisation dans le cadre du concours J'embellis ma commune. Thème cette année, la rame de Tautira, berceau du Va'a tahitien. Un hommage aux anciens et une invitation aux générations futures. Image signée Davidson Bennett. Ce qui va suivre va vous donner naturellement la main verte. Des fleurs par milliers en bord de route de Papara. Non, ce n'est pas un marché, mais une nouvelle pépinière qui prend vie, un nouvel espace coloré baptisé Oroveil. Thomas Chabrol et Tawiti Tauniamoussan. C'est un nouveau jardin d'Éden pour Christine et son mari. Sans avoir trop la main verte, ce couple découvre avec enthousiasme ce nouvel espace dédié à l'horticulture au PK 36-8 à Papara. Impossible de le manquer en bord de route avec son panaché de couleurs. On est au Pékin 33, donc on est venu faire la découverte. On avait déjà entendu que quelque chose allait s'ouvrir. Et oui, il y a le choix, oui. Extérieur, on a des petites jardinières. Là, on voudrait un peu fleurir la terrasse, dont j'ai des grands pots, dont je cherche des plantes adéquates. Mais bon, on en a déjà. Hein. On est un peu fou de palmiers. Donc Bernard a déjà une belle collection. Palmiers bleus, palmiers du voyageur. Avec deux terrains adjacents, les horticulteurs proposent ici une vitrine de leur production, des plantes ornementales pour l'intérieur ou l'extérieur, des herbes aromatiques et une multitude de plantes florales. Les experts pourront même y trouver des variétés plus difficiles à dénicher, comme CAP tête de cheval. J'en ai presque plus beaucoup, j'en ai que 2 qui me restent. J'en ai tellement vendu. Alors, je suis Papara et je suis obligée de multiplier. Quand les clients y viennent, on vend et puis on ne sait plus si on en a encore à la maison pour multiplier. Voilà. L'association Oroveil a inauguré son nouveau lieu de travail et de vente sur ce terrain de 3000 m². Les horticulteurs installés auparavant à Punaoya se sont adaptés aux conditions climatiques de la commune. Des serres ont été installées pour les plantes les plus fragiles. La différence entre Punaoya, il y a plus de soleil par rapport à Papara. Papara, il pleut beaucoup. Et le climat sur Punaoya, la plante, elle a une autre actus de fleurir. Parce qu'ici à Papara, avec la pluie, les fleurs ne durent pas longtemps. Parce que la pluie tombe et le vent, ça souffle par rapport sur Punaoya. Les horticulteurs de Papara espèrent répondre à la demande des passionnés de plantes, à la fois de la zone urbaine et de la presqu'île. Un dimanche 15 juin marqué par la fête des pères. Si vous aviez oublié, pas de panique, vous avez encore quelques heures pour la souhaiter. Pour tous ceux que TNTV a croisés ce matin, ces héros de famille étaient déjà à l'honneur. À l'église, à la plage, au marché, nous sommes allés à votre rencontre et vous allez le voir, à chacun son message. Hemanu Manutaï et Tawiti Tauniamoussan. Vous demandez le baptême, parents, parrains, marraines. Je remercie le Seigneur parce que c'est la fête de la Sainte Trinité. On a réservé au restaurant à Papéry pour manger un peu. Là, j'ai un beau cadeau pour mon mari, de la part des enfants. Un ourou, un pied de ourou. Comme ça va nourrir aussi les enfants plus tard. Bonne fête aux parents, papa. Ta journée, c'est aujourd'hui. Moi, je vais aller à la plage à Punaoya, me plonger dans la mer. Me nettoyer. Allez, bonne fête, papa. Une bonne fête à tous les papas, à nos héros un peu de tous les jours, sur celui sur qui on se repose, à qui on pose des questions, qui vient faire les petits travaux à la maison, voilà. Un gros bisou à tous les papas, ceux qui ont la chance de encore les avoir et profiter d'eux, ils ne seront pas toujours là et merci beaucoup pour tout ce que nos papas font pour nous. N'ayez pas peur de dire papa je t'aime et merci pour ce grand amour que tu apportes dans ta famille. C'est un jour où il faut manifester
manifester son amour envers les papas. On a l'impression que c'est l'autorité, c'est vrai, hein, papa c'est une autorité. Mais c'est aussi beaucoup d'amour, c'est de la protection, c'est de la bienveillance. Je viens tous les dimanches, je viens vendre mes plats avec ma femme. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, je vois toujours, fête des pères, je vois toujours encore. C'est une chance? C'est une chance, voilà, pour moi. Aujourd'hui, les papas sont beaucoup plus absents qu'autrefois de la famille. Et j'aimerais bien leur dire, papa, occupez-vous de vos enfants, ne faites pas seulement des enfants et de ne pas s'en occuper. C'est à présent l'heure du journal des sports et ce week-end, attention, un programme chargé. Avec des exploits sur l'eau en pleine nuit ou sur le parquet, on parlera aussi athlétisme, foot, beach tennis et tennis de table. C'est tout de suite. « 60 km de rame, un duel intense. La Team OPT s'impose face à Shelva au thème d'un bras de fer épique entre Taoné, Moorea et Tahapuna. Une victoire en 4h57. Shelva, triple vainqueur de l'épreuve, doit cette fois se contenter de la deuxième place. Et Popora Tehuemamu complète le podium chez les hommes. Chez les dames, aucune discussion. Hihilani a survolé la course. Retour en image avec Désiré Teval. Il y a du marquage, mais vraiment tout prêt pour ces deux équipes. Et là, ils sont les équipages de la Team OPT et de Shelva ont offert un scénario de folie aux amateurs de sport. Plus de 4 heures d'une lutte haletante qui a finalement vu la victoire des postiers. Les protégés de Georges Kronstedt placent l'accélération décisive au niveau du pont de Motuuta. Keoni Sulpice et ses partenaires de Shelva sont lâchés et laissent leurs rivaux d'OPT filer vers leur premier succès à la Vodafone Challenge Race. Très content d'avoir la victoire aujourd'hui, hein? Mais on tient à les féliciter les autres équipes qui ont participé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Nous on était à l'aise aussi tout le long, hein? Et on attendait le bon moment pour enclencher la machine et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'était ça qu'on veut, hein, du combat jusqu'à la fin. Hein. Elle s'entraînait un peu plus, mais plus de cohésion encore, on va dire. Hein. Comme on n'a que des jeunes, mais c'est pas évident de placer. Hein. Pas oublier à côté 12, ça fait 7 ans ils sont ensemble, donc ils se connaissent. Hein. Nous c'est tout nouveau et puis c'est ça le but cette année, c'est de faire de la recherche. Si la lutte pour la victoire a été palpitante, la bataille pour le top 5 est tout aussi passionnante. 5e à l'entrée de la passe de Tahapuna, Popora Tehuemamu effectue une remontée folle entre Punauia et Pir'e. L'équipage des îles sous le vent croque 1 à 1 ses adversaires du Team Huahine, de Teva et d'Enviropol. À l'arrivée, Popora Tehuemamu s'offre une belle 3e place. Vainqueur l'année dernière, Enviropol termine au pied du podium. Félicitations à cette équipe d'Ihilani avec Veimiti Maoni en tant que... Chez les dames, moins de suspense. Ihilani a dominé les débats de bout en bout. L'équipage emmené par Veimiti Maoni boucle les 34 km de course en 2h52 minutes. Favorite annoncée, les Californiennes du Dana Outrigger Canoe Club pointent à plus de 6 minutes d'Ihilani. Teva complète le podium de la catégorie féminine. Le prochain grand rendez-vous de la saison de FA est prévu le 5 juillet pour le traditionnel FA Team Oorea. Et pour replonger dans cette aventure, nous accueillons ce soir Kif Vernou dans Yorana Kif. Yorana. Alors, cette course a duré plus de 4 heures. Vous étiez au bras de fer tout au long de cette course avec l'équipage de Shell. À quel moment vous avez lancé le turbo? D'abord, merci à vous pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, pour notre part, les mots d'ordre, c'était dès le départ de jouer le marquage avec l'équipe de Shell. Et étant donné que c'était leur course, quoi, du coup, on savait qu'ils allaient arriver en forme ce jour-là. Et du coup, on s'était dit avec le coach qu'on allait jouer le marquage dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et que dès que les remplaçants allaient monter sur la pirogue, on allait essayer de pousser pour voir comment ils allaient réagir. Et quand on a essayé d'appliquer ça, et à ce moment-là, quand on a vu que on pouvait partir, on a maintenu notre coup de rame et on a essayé d'y aller, quoi. Et ça a fonctionné, hein. On a l'impression que tout réussit à la team OPT qui cette année la Tahiti Nui, la Vodafone Challenge Race. Quel est le secret de ce succès? Il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment... y a eu du travail en amont et c'est vraiment du dur labeur chaque jour. Et depuis, à noter aussi l'arrivée de notre nouveau coach depuis 2 ans maintenant, qui n'est autre que Georges Kronstedt. Ça nous a
beaucoup apporté tant au niveau physique qu'au niveau mental. Et c'est vraiment, ça nous a apporté que du positif, car c'est un coach qui arrive à nous encadrer et à nous structurer un programme précis, et aussi qui nous inculque des valeurs telles que le respect, l'humilité et l'unité qui est la base de notre écurie. Est-ce que tu peux nous parler de la cohésion d'équipe et présenter un peu la formation d'OPT? Alors, sur la formation de départ, la première formation, nous avons Tuatea Tereamano, en numéro 2, Viliura Teinanori, en numéro 3, notre capitaine fétiche Temona Taputo, en numéro 4, le fils de Alain Maquet, ancien rameur de Shell également, et qui fait partie du staff aussi du Team OPT. Donc, Honori Maquet en numéro 4, Tuteari Huatua en numéro 5 et le barre fétiche Mazeng Hitiro 1. Voilà. Et en renfort, la pépite Nareadje, Karianeri et moi-même. Alors Kif, on imagine que l'objectif final de cette saison reste Haweki Nui. Est-ce que la team OPT s'alignera tout de même sur des courses internationales? Alors, normalement, on a pour objectif de partir cette année pour la Molokai, car on a gagné des billets d'avion à la ATN Race l'année dernière et à la Haweki Nuva de l'année dernière également. Et du coup, on s'était dit avec le bureau qu'on allait choisir un voyage à l'international cette année pour qu'on puisse encore renforcer cet esprit d'équipe et cette cohésion. Voilà. Mais l'objectif principal reste Haweki Nui, alors c'est un peu une préparation, la Molokai pour la Haweki Nui. La Molokai rentrera dans la phase de préparation pour l'objectif ultime qui est la Haweki Nui. Merci Kif pour cet entretien et Faïtuto pour la suite. Merci. Imaginez courir des heures dans la nuit noire à la seule lueur d'une lampe frontale. Et affronter des racines, des descentes glissantes, des montées cassantes. À Montréal, ils étaient 700 courageux. Oui, 2 parcours, 21 et 42 km et une seule règle, ne rien lâcher, même dans l'obscurité. Et dans cette nuit des trails Xterra, il y a eu du spectacle, embarquement immédiat. Pour les coureurs du 42 km, n'oubliez pas de préparer les couvertures de survie. Avant le coup d'envoi, une étape cruciale, le point de contrôle. Ici, pas de départ sans le matériel de sécurité imposé. Tout est vérifié et rien n'est laissé au hasard. Le sifflet, la frontale, la couverture de survie et que les gens partent avec un minimum de 1 litre d'eau, c'est les mesures de sécurité au cas où il pourrait arriver quelque chose. 20h, top départ. Une vague de lumière s'élance dans la nuit. Les coureurs s'enfoncent dans la forêt, éclairés par un simple faisceau. Sur le 21 comme sur le 42 km, les difficultés s'enchaînent. Racines glissantes, descentes piégeuses, montées escarpées. Tu te concentres que sur ton flux lumineux et tu envoies le paquet, quoi. Reste concentré tout le long du chemin, t'évites de faire des foulures et... Très sympa, assez technique, marrant dans les descentes où fallait éviter les racines. Et pourtant, malgré les pièges du terrain, certains ont brillé. Sur le 21 km, Mylène Gauthier l'emporte chez les dames en 2h36 et Théo Guillaume est sacré chez les messieurs avec un chrono de 2h21. Eh ben un peu hot quand même, hein, sacrément dur. On a eu genre 2 bonnes montées, ça a bien piqué dans les jambes. Ensuite le point fort du coup c'est les descentes. Du coup j'ai posé le cerveau et puis j'ai descendu vite. Ah bah, c'était top franchement. Moi c'est ma première course mon premier trail de nuit et c'est une ambiance particulière. C'était un peu technique dans la forêt là, ça glissait pas mal, et voilà, c'était top avec toutes les lumières et tout. Je crois qu'on s'est un peu perdu même à la descente de la première forêt là, mais voilà, super course. Sur le 42 km, Delby Villagongora survole l'épreuve, 4h02 d'effort et 21 minutes d'avance sur son poursuivant. Une démonstration. Il y avait une partie du parcours que je ne connaissais pas, donc j'étais un peu surpris pour ça. Et non mais franchement, le parcours était agréable. Je m'attendais à quelque chose de plus roulant, comme on dit, mais finalement ça a été comme il fallait. C'est la 4e année, c'est la 4e fois que je gagne l'Xterra, donc je suis très content de l'avoir encore cette année. Alors moi j'ai une autre grande course d'ici 12 jours, le 26 exactement, je suis en métropole, je suis à Chamonix. Je fais le double marathon du Mont Blanc, je fais 90 km et 7000 de dénivelé positif. Et après ça, au mois d'août, j'ai le classique UTMB
170 km, 10 000 dénivelés positifs. Et pour finir la saison, au mois d'octobre, j'ai la Diagonale des Fous à La Réunion, donc 175, 10 000 de dénivelés positifs aussi. Rien que ça suffira, je pense, pour cette année. Ouais, c'était très dur. Le copain d'Elby, il a mis un tempo d'enfer dès le début. C'est allé très vite. Il y avait vraiment un niveau élite ce soir. Delby, il peut vraiment concurrencer les meilleures places à l'international. Il y a vraiment du très gros niveau. J'ai tenu 3 boucles et après j'ai fait 2 petites erreurs de parcours. Ça m'a sorti de ma course et j'ai décroché. Et après c'était compliqué de me remettre dedans, mais de toute façon il était plus fort. Franchement, chapeau. Aurélie Stilland s'impose chez les dames sur le 42 km en 5h33. Une course sans accident majeur malgré quelques glissades et la technicité du terrain. Et du basket aussi dans l'actualité sportive, qui rejoindra Excelsior en finale du championnat élite de basketball. Arouet ou JT, tout se jouera dans un match décisif. JT a pris l'avantage mercredi, mais Arouet a parfaitement réagi hier. Un partout, balle au centre. Une certitude, les deux équipes veulent leur place en finale. Liora Bonic au cœur de la rencontre. Attaque, défense et panier. Les demi-finales élites battent leur plein sur le terrain de basket où rien n'est encore joué. Vainqueur du premier match, la SJT démarre mal cette seconde manche. À la mi-temps, 15 points de retard face à une équipe bien en place. On est un peu endormi pour l'instant, mais bon, on va essayer de se reprendre dans les 2 derniers cartons. Pour l'instant, au niveau de la défense, ça va, on tient. Plutôt l'attaque, il faut qu'on essaie d'évoluer encore plus en attaque. Mais l'équipe se réveille et remonte peu à peu le score sur la suite du match. Début de match compliqué pour nous avec Arouet qui prend 15 points dès les premières mi-temps. On s'est ressaisi au match, enfin à la mi-temps. Et puis on est revenu, on a essayé de calmer les choses. Les paniers s'enchaînent d'un côté comme de l'autre. L'ambiance monte sur le terrain, mais la tension également. Il vient de balancer, c'est un petit camp. Il vient de balancer, c'est un petit camp. Malgré la pression, Arouet reste solide et récupère son avance. Score final 96-81, victoire d'Arouet sur ce second match qui égalise la série. On savait juste qu'il ne fallait pas lâcher, quoi. À un moment donné, ils avaient le momentum, on a eu le nôtre. Et c'était au mental. Je pense qu'on a réussi à tenir au moins notre défense en défense et c'est ce qui a permis ensuite de nous lâcher un peu en attaque. Les tirs au début ne rentraient pas à un moment donné pendant le match, mais c'est revenu et tant mieux pour nous. Je dirais que ce qui a beaucoup payé ce soir, c'est plus le travail sur le collectif. On a communiqué un peu plus sur le terrain. Une victoire partout. Encore un match à disputer pour se qualifier en finale, mais d'abord un temps de repos bien mérité pour les deux équipes, fiers de leur parcours. Je suis toujours fier de mes coéquipiers. Dans la défaite comme dans la victoire, on perd ensemble et on gagne ensemble. Et voilà, je les supporterai jusqu'à la fin, jusqu'au bout. La dernière manche s'annonce électrique. Rendez-vous lundi à la salle JT pour découvrir quelle équipe rejoindra Excelsior en finale. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive en bref et en images. 11 espoirs du tennis de table polynésien participent depuis jeudi en Nouvelle-Zélande aux Océaniens. Vendredi, à l'issue du tournoi par équipe, les pongistes haïtiens ont décroché le bronze chez les moins de 15 ans et chez les moins de 19 ans. Les Océaniens se poursuivent jusqu'à mardi prochain avec les tournois en simple et en double, avec là aussi des espoirs de médailles pour la délégation tahitienne. C'est la fin de la saison pour le beach tennis au Fénois et elle se termine en beauté. Le club Beach Tennis Haiti organisait ce week-end le 8e championnat de Polynésie. Une centaine de joueurs, 8 tableaux au programme, simple, double, mixte, junior, vétéran. Du beau jeu, des surprises et des têtes de série malmenées par la relève. Un vrai tremplin pour l'Open international de septembre qui s'annonce déjà très relevé. Brésiliens, Australiens, Calédoniens, le haut niveau arrive et nos locaux se préparent. À l'occasion de la 26e journée du championnat Ligue 1, l'AS Vénus a croisé le fer avec l'AS Dragon dans un affrontement rempli d'intensité. Si les défenses se sont montrées solides, les attaques se sont heurtées à des cartons. La première mi-temps a été compliquée, aucun but marqué des deux côtés,
Mais en seconde partie, Vénus s'organise et capitalise 2 buts sur coup de pied arrêté. Malgré une réaction de Dragon, les efforts restent insuffisants pour inverser la tendance. Score final 3-1 en faveur de Vénus qui confirme sa solidité dans cette fin de saison. C'était pas un match facile, hein. Dragon a bien joué le coup et puis voilà, on savait que dans les matchs compliqués comme ça, ce qui peut débloquer le match, c'est les coups de pied arrêtés et chose faite pour nous ce soir. Ça nous a réussi, donc on ne peut que retenir la victoire de ce soir. De l'athlétisme à présent avec ceux qui s'apprêtent à s'envoler vers Palau. Une seule idée en tête, porter haut le Fénois. Ambition, rigueur et esprit d'équipe, les athlètes polynésiens sont enfin prêts pour les mini-jeux du Pacifique. Oui, objectif, préparation et émotion, immersion avant le grand départ avec Liora Bounik. Le compte à rebours est lancé. Les mini-jeux démarrent dans 2 semaines et certains athlètes ont déjà les pointes prêtes à décoller. Pour d'autres, ce genre de compétition est un retour en terrain connu. Et le record de Polynésie sur marathon. J'ai déjà fait les Jeux du Pacifique en 2023 aux îles Salomon. J'ai déjà fait les Jeux en 2023. Je suis pas d'Océanie l'année dernière. J'ai fait les îles Salomon il y a 2 ans pratiquement et les Jeux en Nouvelle-Calédonie. Leur point commun, la passion du sport et la soif de performance. Et dans leurs pas, les coachs vibrent à l'unisson. Les athlètes comme l'encadrement, il y a une forme d'impatience à l'approche de l'échéance. Là, l'idée, c'est de mettre un peu de sérénité dans tout ce bouillonnement. Pas évident de garder les pieds sur terre quand on est habitué à courir après la montre. Relais et ou encore semi-marathon, chacun peaufine son jeu en misant sur ses points forts. Moi, je suis une très bonne joueuse d'équipe. Je sais comment remotiver mon équipe et c'est pour ça que j'ai souvent eu la chance d'être capitaine de relais. Je crois que je suis le plus ancien, on va dire. Donc j'espère emmener les jeunes vers la performance. Mais les champions le savent, pour briller, il faut aussi travailler sur ses faiblesses. Les faiblesses que je travaille, c'est beaucoup la technique air principalement. Ouais. La faiblesse, je dirais, c'est peut-être la récupération par rapport au voyage, aux conditions, etc. C'est peut-être ce qui va être un petit peu plus compliqué à gérer. Bientôt le départ et ils n'emportent pas avec eux juste leur basket. Ils embarquent aussi la hargne, l'envie de se dépasser mais aussi de rapporter des médailles. On travaille beaucoup sur nos relais pour qu'on soit prête lors des mini-jeux. L'objectif c'est de faire du mieux qu'on peut, d'améliorer nos chronos et bien sûr une médaille. On a hâte, on sait qu'on a les capacités pour ramener l'or, alors on va se préparer pour et voilà. On va essayer de ramener le maximum de médailles à la maison. On est une vraie équipe. L'athlète, en fait, c'est un sport individuel, mais dans les grands événements, le groupe est essentiel pour la perf individuelle. Donc voilà, c'est One Team pour Tahiti. Une équipe, une même ambition, One Team pour Tahiti. Rendez-vous au mini-jeu pour la suite de leur aventure. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine, Oriano. Oui, place aux passionnés de glisse samedi 21 et dimanche 22 juin pour le 2e tour de la Tahiti Horuwe Papara. Et les pongistes aussi se rassembleront tout le week-end pour disputer le championnat de Tahiti Open dans la salle fédérale à Pater. Et enfin le Grand Prix de Punaouia, une épreuve de cyclisme sur 2 jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre bien dans son faré. 19h20, vous passerez votre soirée avec Dwayne Johnson dans Faster. 21h25 en zone interdite sur les foires et fêtes foraines cette saison. L'info continue sur TNTV News et dans vos journaux demain en direct dès 18h. Et belle soirée à tous sur TNTV. Merci et très belle semaine.